L'histoire est habituellement bruyante. Elle résonne comme des bombes. Elle résonne comme des foules en liesse. Elle résonne comme des cris sur le parquet de la bourse. Mais la fin de l'Empire américain au nord, elle fut silencieuse. À 14h14 aujourd'hui, Mark Carney est sorti de l'aile ouest. Il ne s'est pas arrêté pour les caméras. Il n'a pas serré la main du secrétaire de presse. Il n'a même pas regardé le bâtiment derrière lui. Il est monté dans sa voiture. Le convoi s'est mis en route. Et en 4 minutes, 70 ans de protocole diplomatique ont été réduits en cendres. À l'intérieur du bureau ovale, Donald Trump criait encore. Dehors, sur les parquets de négociation de New York, Chicago et Toronto, le silence se brisait. Le dollar canadien ne s'est pas effondré. C'est le dollar américain qui a chuté. Le S&P 500 ne s'est pas rallié à la force américaine. Il s'est effondré face à l'isolement américain. Donald Trump pensait déjouer un bluff. Il pensait pouvoir convoquer le Premier ministre du Canada à Washington, lui tendre un traité de capitulation et le regarder le signer en direct. Il a oublié à qui il avait affaire. Il a traité Mark Carney comme un vassal. Carney a répondu comme un banquier central fermant un compte problématique. Et maintenant, vous vivez dans les décombres. Dans ce reportage spécial, nous allons en profondeur. Nous avons des sources à l'intérieur de la salle. Nous avons les détails du document que Trump a tenté d'imposer au Canada. Et nous avons les données économiques terrifiantes que la Maison-Blanche essaie de vous cacher en ce moment. Ce n'est pas juste une dispute commerciale, c'est le divorce. Et les États-Unis viennent de perdre la garde du continent. Pour comprendre pourquoi Carney est parti, vous devez comprendre dans quoi il est entré. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé il y a 3 jours à Mar-a-Lago. Selon des mémos divulgués du département d'État, l'équipe de Trump a rédigé un document qu'ils ont appelé le protocole d'alignement du Nord. C'est un nom sophistiqué pour une annexion de l'économie canadienne. Nous avons vu des parties du projet, ce n'était pas une négociation, c'était une liste d'exigences. Exigence numéro 1, le Canada doit aligner ses plafonds d'exportation d'énergie avec la politique intérieure américaine. Traduction, Washington décide combien de pétrole l'Alberta est autorisé à vendre. Exigence numéro 2, le Canada doit mettre en place un tarif de 100% sur tous les véhicules électriques chinois et composants de batterie dans les 30 jours ou faire face à un tarif général des États-Unis. Exigence numéro 3, le dollar canadien doit être indexé dans une bande de négociation spécifique au dollar américain, dépouillant essentiellement la Banque du Canada de son indépendance. Quand ce document est arrivé sur le bureau de Mark Carney à Ottawa mardi soir, les sources disent qu'il n'a pas convoqué de réunion du cabinet. Il n'a pas convoqué de conférence de presse. Il a appelé le PDG de la Banque royale du Canada. Il a appelé le Premier ministre du Québec. Et il a appelé le chef de la Banque centrale européenne. Il vérifiait son levier de négociation. Trump pensait que Carney venait à Washington pour négocier les termes de sa reddition, mais Carney venait délivrer un message. Non, il connaissait le piège que Trump lui tendait. Si Carney signait, le Canada devient un 51e État sans vote. Si Carney refusait, Trump crierait à l'ennemi et ferait s'effondrer le marché. Carney a choisi l'option C. Il s'est présenté, il s'est assis, et il a laissé Trump se détruire lui-même. Entrons dans la salle, 14h, les portes se ferment. Habituellement, il y a de la conversation légère. Comment était le vol ? Ravi de vous voir. Pas aujourd'hui. Les sources disent que Trump ne s'est pas levé. Il n'a pas tendu la main. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. Il aurait dit « Marc, vous nous tuez. Vous nous tuez avec le bois d'œuvre. Vous nous tuez avec les produits laitiers. Signez ceci et nous pouvons être amis. Ne le signez pas et je mets une taxe de 25% sur chaque pièce automobile traversant la frontière d'ici minuit. » Imaginez Mark Carney. C'est un homme qui a affronté la crise financière de 2008. C'est un homme qui a géré l'économie britannique pendant le Brexit. Il ne transpire pas. Il n'a pas ouvert le dossier. Il a regardé le président et a dit « Monsieur le Président, ce document est incompatible avec la souveraineté canadienne. Nous ne le signerons pas et nous ne négocierons pas sous la menace. » Trump a explosé. Il est entré dans ce que ses conseillers appellent le mode meeting. Il a commencé à énumérer les griefs. Il a évoqué la guerre de 1812. Il a évoqué Justin Trudeau. Il a évoqué les dépenses de l'OTAN.
Il criait. Il essayait de dominer physiquement l'espace avec du bruit. Carney a attendu qu'il reprenne son souffle. Puis Carney a dit la phrase qui sera dans les livres d'histoire. Il a dit « Les États-Unis sont notre voisin. Vous n'êtes pas notre propriétaire. Si vous voulez une guerre commerciale, vous perdrez le réseau énergétique de l'État de New York d'ici vendredi. Voulez-vous expliquer cela à vos électeurs ?» Trump s'est figé, il est habitué aux politiciens qui s'inquiètent des sondages. Il n'est pas habitué à un technocrate qui sait exactement où passent les lignes électriques. Carney s'est levé, il a boutonné sa veste. Il a dit « Quand vous serez prêt à traiter le Canada comme un partenaire du G7, appelez-moi. D'ici là, nous en avons terminé. » Trump a crié après lui « Vous franchissez cette porte, vous détruisez votre pays. » Carney a continué à marcher. Il savait quelque chose que Trump ignorait. Il savait que les marchés écoutaient. Vous voulez la preuve que c'est réel ? Regardez les machines. Le trading moderne n'est plus fait par des hommes en veste criant sur un parquet. Il est fait par des algorithmes, des robots de trading à haute fréquence qui analysent les titres d'actualité en millisecondes. À la seconde où le titre « Carney quitte la Maison-Blanche en avance à frapper le terminal Bloomberg », les algorithmes ont vendu le dollar. Regardez SPIC, c'est le dollar américain qui perd de la valeur face à l'euro et au yen en quelques secondes. Pourquoi ? Parce que le monde compte sur la stabilité du bloc commercial nord-américain. Si le Canada et les États-Unis ne commercent pas, l'économie américaine est essentiellement une île. Trump a brisé la stabilité. Les machines ont vendu le risque. Preuve numéro 2. Regardez Détroit. Regardez le Michigan. General Motors et Ford ont interrompu la négociation de leurs actions pendant 15 minutes en raison de la volatilité. Pourquoi ? Parce que votre voiture n'est pas fabriquée en Amérique. Elle est fabriquée en Amérique du Nord. Les pièces traversent la frontière 7 fois avant que la voiture ne soit terminée. Un volant de l'Ontario, un châssis de l'Ohio, de l'électronique du Québec, assemblage au Michigan. Si Carney s'en va, cette frontière s'épaissit. Si cette frontière s'épaissit, ces usines s'arrêtent. Trump pense qu'il punit le Canada. Mais les dirigeants automobiles de Detroit connaissent la vérité. Si ce conflit dure une semaine, les travailleurs américains rentrent chez eux. Les chaînes s'arrêtent. Et voici la troisième preuve, celle dont personne ne parle. Habituellement, quand Trump fait quelque chose d'extrême, vous entendez un chœur de républicains le défendre. Vous entendez ses alliés à la télévision dire qu'il est un négociateur magistral. Aujourd'hui, silence. Vérifiez les flux. Les sénateurs des États du frontalier, Dakota du Nord, Montana, New York, ils sont silencieux. Ils savent que ce n'est pas un jeu. Ils savent quand même que leurs agriculteurs comptent sur le rail canadien pour déplacer leurs grains. Ils savent que leurs raffineries ont besoin du brut canadien pour fabriquer de l'essence. Ils sont terrifiés parce qu'ils réalisent que Trump n'a pas coordonné cela. Il n'a pas planifié cela. Il s'est juste mis en colère. Et enfin, preuve numéro 4. C'est celle qui devrait vous empêcher de dormir la nuit. Si vous pensez que ce n'est que des politiciens qui se crient dessus, regardez l'océan. Nous avons accès aux données de transpondeurs maritimes en direct. Regardez ces 3 navires au large des côtes du Maine. Ce sont des pétroliers de brut lourds transportant des millions de barils de pétrole canadien destinés aux raffineries du nord-est des États-Unis. Ils devaient accoster à Portland demain matin. À 14h40, exactement 15 minutes après le départ de Carney de la Maison-Blanche, les 3 navires ont changé de cap. Ils ne viennent plus en Amérique, ils se dirigent vers l'Est, vers Rotterdam, vers l'Europe. C'est la preuve dont les conseillers de Trump sont terrifiés. Carney ne menace pas seulement de couper la ligne. Il redirige activement l'approvisionnement énergétique. Il montre à la Maison-Blanche que le pétrole canadien est une marchandise mondiale. Et si les États-Unis ne veulent pas traiter le Canada avec respect, l'Europe est heureuse de payer le prix fort. Ces navires qui font demi-tour ne sont pas une négociation. C'est un désinvestissement littéral de l'avenir américain. Vous devez comprendre la psychologie ici. C'est pourquoi Trump perd le contrôle du récit. Pendant toute sa carrière, Donald Trump a fonctionné sur un principe, le levier. Il croit que parce que l'Amérique est grande, l'Amérique gagne. Il croit que parce qu'il est bruyant, vous serez silencieux. Cela a fonctionné sur certaines personnes. Cela a fonctionné sur des leaders faibles qui avaient besoin de sa validation. Mais cela ne fonctionne pas sur un banquier central. Mark Carney n'est pas une star de télé-réalité. Il a dirigé la Banque d'Angleterre.
Il a dirigé la Banque du Canada. Il gère des billions de dollars en finances climatiques. Il comprend le risque. Il comprend le levier. Trump regarde un accord commercial et voit une bataille gagnant-perdant. Carney regarde un accord commercial et voit un système. Quand Trump a menacé de faire exploser le système aujourd'hui, il s'attendait à ce que Carney panique. Il s'attendait à ce que Carney supplie. S'il vous plaît, monsieur le président, ne nous faites pas de mal. Mais Carney, c'est quelque chose que Trump refuse d'admettre. Les États-Unis ont besoin du Canada, autant que le Canada a besoin des États-Unis. Peut-être plus dans les secteurs qui comptent vraiment pour la sécurité nationale, uranium, aluminium, pétrole brut lourd pour les raffineries du Texas, hydroélectricité alimentant New York et Boston. Trump pense qu'il pointe une arme sur la tête du Canada, mais Carney sait que cette arme est pointée sur le pied américain. En partant, Carney a refusé le conflit à Trump. Trump se nourrit des allers-retours. Il se nourrit du drame. Si Carney était resté et avait argumenté, Trump aurait gagné le cycle d'actualité. Il aurait tweeté sur Carney le fou et le Canada faible. Mais vous ne pouvez pas combattre quelqu'un qui n'est pas là. Regardez ce que Trump fait en ce moment. Il publie, il s'agite, il prétend avoir expulsé Carney. Il prétend avoir annulé la réunion. C'est désespéré. Il essaie de réécrire la réalité que nous venons tous de voir. Il essaie de vous convaincre que la voiture qui s'écrase contre le mur faisait partie du plan. Ce n'était pas le cas. Il a perdu le contrôle de la salle. Maintenant, il perd le contrôle du marché. Et bientôt, il va perdre le contrôle de son propre parti. Pendant que Trump faisait rage sur Truth Social, Mark Carney exécutait un plan qui est en préparation depuis des mois. C'est ce qui rend Carney différent. Il ne se met pas en colère. Il obtient des options. Nous l'appelons la doctrine Carney. Elle est basée sur une prémisse simple et terrifiante. Les États-Unis ne sont plus un endroit sûr pour faire des affaires. Nous avons des rapports confirmés que pendant que Carney était à la Maison-Blanche, son ministre des Finances était en liaison vidéo sécurisée avec l'Union européenne. Ils activent le plan B. 1. Le verrouillage des minéraux critiques. Le Canada possède certaines des plus grandes réserves de lithium, cobalt et uranium au monde. L'armée américaine en a besoin pour les avions de chasse. Carney menace de prioriser les ventes à l'Europe et au Japon. Imaginez le Pentagone appelant pour de l'uranium et se faire dire « Désolé, c'est déjà vendu à la France ». 2. L'alliance mexicaine. C'est la partie qui effraie vraiment la Maison-Blanche. Carney se coordonne avec le président du Mexique. Si le Canada et le Mexique refusent de jouer le jeu de Trump simultanément, l'USMCA s'effondre. Trump peut combattre un voisin. Il ne peut pas combattre les deux frontières en même temps. Carney recadre le récit. Il dit au monde que Trump est le risque. Le Canada est la couverture. Et le monde y souscrit. Pendant que le dollar américain s'effondre, le dollar canadien se stabilise face à l'euro. Les investisseurs regardent le Canada et voient un adulte. Ils regardent Washington et voient un enfant avec une grenade. Mais ramenons cela à vous. Parlons de vous. Parce que pendant que Trump et Carney se battent dans des palaces, la facture atterrit sur votre table de cuisine. Si cette impasse continue pendant 72 heures, voici ce qui se passe en Amérique. Dans le Midwest, des milliers de travailleurs automobiles sont renvoyés chez eux. Pas licenciés, mis en congé. Juste jusqu'à ce que les pièces arrivent. Mais les pièces ne viennent pas. Les chèques de paie s'arrêtent. Le loyer, non. Dans la ceinture agricole, les agriculteurs du Dakota du Nord envoient leurs grains vers le nord par rail pour atteindre les ports de Vancouver parce que le Mississippi est trop cher ou trop lent. Si Carney ferme l'accès ferroviaire, ce grain pourrit dans le silo. Trump aime les agriculteurs lors de ses rassemblements. Aujourd'hui, il vient d'en mettre en faillite 1 millier. Dans le nord-est, vous allumez vos lumières Bostat à Boston. Cette électricité vient d'Hydro-Québec. Carney ne va pas éteindre les lumières. Il n'est pas un monstre. Mais il peut augmenter le prix. Il peut mettre une surtaxe de volatilité sur chaque kilowatt envoyé vers le sud. Votre facture d'électricité est sur le point de devenir une lettre de prise d'otage. C'est la réalité que Trump ignore. Il pense que les tarifs sont des attaques contre des pays étrangers. Ils ne le sont pas. Ce sont des attaques contre vous. Carney le sait. Il parie sur le fait que les électeurs américains ressentiront la douleur plus rapidement que Trump ne pourra faire tourner le mensonge.
Il y a une histoire qui sort de la salle en ce moment que je veux partager, elle est petite, mais elle vous dit tout. Quand Carney s'est levé pour partir, Trump lui aurait crié « Vous avez besoin de nous, vous serez de retour dans 1 heure pour supplier ». Carney s'est arrêté à la porte, il ne s'est pas retourné, il n'a pas regardé le président. Il a parlé à l'agent des services secrets qui tenait la porte. Il a dit « Nous sommes prêts à partir ». C'est tout, nous sommes prêts à partir. Ce n'était pas un message à Trump, c'était un rejet. C'était le son d'un adulte décidant qu'il en a fini avec un enfant. Ce moment, le dos de Carney tourné au président des États-Unis est l'image qui définira cette présidence. C'est l'image de l'Amérique laissée pour compte. Alors, où allons-nous à partir de maintenant ? Nous sommes en eau inexplorée. Scénario A, le doublement de Trump. C'est le plus probable. Trump se sent humilié. Il se réveille demain et annonce des tarifs de 100% sur l'acier et l'aluminium canadien. Il ferme les postes frontaliers. Résultat, le marché boursier américain s'effondre de 1000 points supplémentaires. La Chambre de commerce se révolte. Les républicains au Congrès commencent à paniquer alors que leurs donateurs perdent des milliards. C'est un suicide économique, mais son ego pourrait l'exiger. Scénario B, le recul silencieux. Les conseillers de Trump, les quelques 5 qui restent, lui parlent dans l'oreille. Ils lui disent « Monsieur, si vous faites cela, nous perdons les élections de mi-mandat. Nous perdons l'économie. » Ils essaient de faire tourner la situation. Ils prétendent qu'ils reprogramment. Ils essaient de rappeler Carney. Mais voici le problème. Carney pourrait ne pas décrocher. Carney a le levier maintenant. Il peut attendre. Trump ne peut pas. Scénario C, le réalignement mondial. C'est le dangereux. Le Canada accélère les accords avec la Chine et l'Union européenne. Ils signent un pacte de sécurité qui exclut les États-Unis. Ils arrêtent donc de se coordonner sur la défense continentale. Essentiellement, le concept de forteresse Amérique du Nord meurt. Les États-Unis deviennent isolés sur leur propre continent. Donald Trump a essayé de briser le Canada. Au lieu de cela, il a brisé l'illusion du contrôle américain. Mark Carney est parti et il a emporté la réalité de l'économie mondiale avec lui. Maintenant, nous attendons les retombées. Nous attendons que les prix augmentent, que les marchés tremblent et que les tweets volent. Mais ne vous y trompez pas, le pouvoir a basculé aujourd'hui. Il a basculé vers le nord et il s'est éloigné de l'homme derrière le bureau résolu. Je veux savoir ce que vous en pensez. Carney est-il un héros pour avoir défendu la souveraineté ou est-il imprudent pour avoir risqué une guerre commerciale avec les États-Unis ? Trump joue-t-il aux échecs en 4 dimensions ou vient-il de renverser le plateau parce qu'il perdait ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez savoir ce qui se passe quand les marchés ouvriront demain et ils vont paniquer, aimez cette vidéo et abonnez-vous parce que les médias vont essayer de faire tourner cela. Nous allons vous dire la vérité. C'est la rupture. Ne clignez pas des yeux.